Buenos días, mi nombre es Mayra Flores y en nombre de Concitec les doy la bienvenida a Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú. En este octavo día tenemos muchas actividades especialmente dirigidas a educadores y padres de familia. Y empezaremos con un tema muy importante, nuestro cerebro. Sabemos que al nacer nuestro cerebro posee un talento que los mejores software de inteligencia artificial no logran todavía imitar, la facultad de aprender. Y hemos descubierto también que esa capacidad enorme de aprendizaje se puede acelerar a través de la escuela. Para saber cómo es el funcionamiento del cerebro de un niño cuando está aprendiendo, tendremos desde Francia a Stanislas Dehaene. Él es neurocientífico y psicólogo cognitivo, profesor en el Collège de France, titular de la Cátedra de Psicología Cognitiva Experimental, miembro de la Academia de Ciencias Francesa, presidente del Consejo Científico del Ministerio de Educación Nacional en Francia, autor de varias obras y múltiples conferencias. Está preocupado por el acercamiento de los laboratorios de investigación y los equipos de profesores en sus aulas, a fin de poner a disposición de los educadores los últimos descubrimientos científicos. Así que le damos la bienvenida y quedamos en manos de Stanislas. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est uniquement à distance, pour vous expliquer quelques-unes de mes réflexions sur les conséquences de notre connaissance du cerveau sur la manière d'enseigner. Je vais partager avec vous quelques diapositives qui s'appuieront pour une large part sur mon livre qui s'appelle « Apprendre » en français, et qui est paru récemment en espagnol, Comment aprendemos. J'essaierai de vous montrer que nos connaissances actuelles en neurosciences nous permettent, dans une certaine mesure, de prodiguer des conseils sur la manière d'enseigner. Alors, je vais commencer par un tableau que vous voyez ici derrière moi et que vous reconnaissez. C'est une copie du tableau Impression Soleil Levant de Monet, mais ici, c'est juste une copie. C'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Nico, un jeune artiste espagnol qui est venu à Paris, qui a fait cette copie, mais qui réalise aussi des œuvres impressionnantes, personnelles, comme les escrimeurs ou les papillons. Et la raison pour laquelle je vous montre les œuvres de cet artiste, c'est que voici son cerveau. Vous voyez qu'il a une énorme lésion. En fait, c'est une lésion chirurgicale. Il a dû être opéré à l'âge de 3 ans. Et donc, tout ce qu'il a appris, toute sa scolarité qu'il a menée de façon essentiellement normale, il a appris à lire, il a appris à parler, il a appris à faire des mathématiques, et vous avez vu qu'il a appris à dessiner, eh bien tout ça, il le fait avec son seul hémisphère gauche, puisqu'il a perdu tout l'hémisphère droit. Au passage, vous pouvez oublier tout ce que vous croyez savoir sur le cerveau droit, qui serait plus artistique. Ici, nous avons un artiste qui mène tous ses travaux avec un seul hémisphère gauche. Et j'utilise cet exemple pour vous montrer l'extraordinaire plasticité du cerveau. Le cerveau, même lorsqu'il subit une lésion précoce, peut encore se réorganiser. Et lorsque nous avons scanné Nico, nous avons vu que toutes les fonctions normales qui sont distribuées normalement dans les deux hémisphères, à gauche comme à droite, eh bien chez lui, sont organisées, regroupées uniquement dans l'hémisphère gauche. La plasticité cérébrale a été suffisante pour cette réorganisation. Et cela nous montre aussi qu'il ne faut jamais se décourager, que la pédagogie, l'éducation peuvent réorganiser de façon importante le cerveau. Alors, qu'appelle-t-on plasticité cérébrale? Eh bien, il faut l'entendre dans un sens extrêmement littéral, c'est la mobilité des synapses, c'est-à-dire les points de contact entre les neurones. Ici, vous avez un neurone qui reçoit des contacts de peut-être 10 000 autres neurones. Eh bien, les points de contact vont bouger, ils sont mobiles, ils n'arrêtent pas de s'ajuster, de se rétracter, de se reformer. Et c'est cette mobilité qui permet d'apprendre. Chaque trace d'apprentissage se traduit par des modifications de l'activité synaptique et de la présence même de ces synapses, de la force de ces synapses. Alors, il ne faudrait pas croire pour autant que tout est possible dans le cerveau. Et le cerveau est une combinaison de plasticité cérébrale et d'organisation génétique. Les deux sont importants. C'est, on dirait, 100% d'inné et 100% d'acquis. L'inné, c'est le fait que dès la naissance, comme on le voit sur ces images réalisées
par nos équipes à Neurospin, notamment l'équipe de mon épouse, Ghislaine de Anne-Lamberts, eh bien, le cerveau du bébé est déjà en train de se plisser. À la naissance, il est plissé pratiquement comme celui d'un adulte. Il est déjà connecté. Vous voyez ici la présence de ces connexions à longue distance, cortico-corticales dans le cerveau du bébé. Il est déjà actif. Vous voyez qu'ici, c'est le cerveau d'un bébé de quelques mois, 2 mois. Et lorsqu'il entend sa langue maternelle, il active déjà les aires du langage. Et on peut montrer que le bébé possède des noyaux de connaissances. C'est-à-dire qu'il a des attentes sur le monde extérieur. Il n'est pas vierge, ce n'est pas une ardoise vierge. C'est un système de traitement des nombres, de l'espace, des objets, des personnes. Dans tous ces domaines, il a déjà des connaissances latentes qui vont se développer ensuite. Il a déjà des circuits organisés. Un exemple qu'on peut donner, c'est le sens des nombres et des probabilités. Regardez cette animation ici, qui est un article de notre ami Luca Bonatti. Vous voyez qu'il y a plusieurs objets, 3 bleus, 1 jaune, on les voit bouger, l'enfant regarde ce dessin animé, et lorsqu'il voit sortir un objet jaune, eh bien, il est surpris. Et on peut mesurer sa surprise. Pourquoi? Parce que la probabilité, c'était qu'un objet bleu sorte. Et on peut montrer, par le biais d'expériences de ce type, que l'enfant a un sens des nombres et un sens des probabilités pratiquement dès la naissance. Alors, tout ne doit donc pas être appris, et en réalité, il y a une combinaison d'inné et d'acquis, de circuiterie préexistante et d'apprentissage dans tous nos apprentissages. Nous recyclons des circuits anciens pour apprendre des choses nouvelles. Et donc, tout ce que nous apprenons à l'école doit trouver sa place dans un cerveau qui est déjà bien organisé. C'est ce que j'appelle la théorie du recyclage neuronal. Alors, pour vous expliquer un petit peu, par exemple, dans le domaine du langage, nous venons de voir que les bébés ont déjà des circuits linguistiques qui lui permettent d'apprendre à parler et à comprendre la langue parlée. Eh bien, nous allons recycler ce circuit lorsque nous apprenons à lire. Nous allons reconnecter ce circuit à une entrée nouvelle qui n'est plus une entrée auditive, mais qui est une représentation visuelle. Et nous allons apprendre à reconnaître la parole sous forme de lettres écrites plutôt que sous forme de phonèmes du langage parlé. Ce faisant, nous allons donc recycler d'abord les aires du langage qui sont ici en vert, mais aussi une partie du système visuel qui va apprendre à reconnaître non pas des visages ou des objets ou des lieux, mais maintenant la forme particulière des lettres propres à un système d'écriture. Alors ce recyclage neuronal, nous le voyons directement en laboratoire. Lorsqu'un enfant apprend à lire, nous avons pu suivre mois après mois l'évolution des circuits de la lecture chez une dizaine d'enfants qui sont venus tous les 2 mois à Neurospin. Et vous voyez, si on zoome ici sur cette région, que lorsque l'enfant entre à l'école, les 2 premiers scans sont avant l'entrée à l'école, ici, vous voyez très peu d'activité pour les mots. L'enfant entre à l'école et très rapidement, en quelques semaines, va commencer à s'activer ce circuit qui répond aux lettres dans le cerveau et qui va se mettre en connexion avec les aires du langage. Nous allons donc réorienter un circuit qui existe déjà. Hein. Nous ne créons pas un circuit complètement nouveau, mais nous réorientons un circuit pour qu'il permette la reconnaissance des lettres et le passage rapide des lettres vers les sons. Que se passerait-il si cet enfant avait une lésion, une anomalie dans la région même qui devrait apprendre à lire? Eh bien, vous voyez ici ce cas d'un enfant de 4 ans, une petite fille, qui à l'âge de 4 ans a subi à nouveau une ablation chirurgicale pour traiter une maladie très sévère qui s'appelle la maladie de Sturge-Weber. Eh bien, on pourrait penser que cette personne ne va jamais apprendre à lire. Ça n'est pas vrai. Avec de l'apprentissage et de la pédagogie, cet enfant a eu une scolarité pratiquement normale. Et lorsqu'on la scanne à 11 ans, eh bien, au lieu de trouver la région qui s'intéresse aux lettres et aux chaînes de lettres dans l'hémisphère gauche de son cerveau, là où il y a maintenant une lésion, eh bien, on trouve l'activation dans la région exactement symétrique de l'hémisphère droit. Autrement dit, la plasticité cérébrale a trouvé un deuxième circuit, pas n'importe où. Vous voyez, il y a un certain nombre de circuits qui sont relativement fixes dans le cerveau, mais là, il y a un deuxième circuit passant par l'hémisphère droit qui a pu récupérer cette fonction de la lecture. Par contre, si la même lésion avait lieu à l'âge adulte, et éventuellement une lésion beaucoup plus petite d'ailleurs, eh bien la plasticité cérébrale est bien moindre, et donc retenez ce message, il faut profiter de la plasticité précoce de l'enfant. Ici, vous avez un patient qui a une toute petite lésion dans la région qui sert à lire, nous avons tous la même région qui sert à lire ici, et il est devenu alexique
c'est-à-dire qu'il est incapable de lire la moindre page, tout ressemble à de l'hébreu pour lui, sa vision est intacte, ce n'est pas la vision tout entière qui est affectée, il est capable de reconnaître des objets ou des visages, mais il n'arrive plus à lire, et le langage parlé et même l'écriture sont intacts. Vous voyez, c'est un patient qui peut encore écrire, les circuits de l'écriture sont intacts, mais il ne peut plus relire ce qu'il a écrit. Alors, sachez que si une telle lésion survient à l'âge adulte, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons suivi plusieurs de ces patients. Celui dont vous voyez la lésion ici, il est toujours resté un lecteur débutant, même après beaucoup de réapprentissage, et on n'a jamais vu réapparaître le même circuit de la lecture qu'on verrait chez l'enfant. Donc, la plasticité, il faut l'exploiter le plus tôt possible. Et ça, ce sera mon premier message. Profitez de la toute petite enfance, et en particulier, on a montré que l'école maternelle joue un rôle très important, mais même avant, hein, dans les 3 premières années de la vie, il y a beaucoup d'apprentissages qui se produisent, et si vous essayez d'apprendre plus tard, eh bien, c'est plus difficile. Ça n'est pas impossible, la plasticité existe toujours chez l'adulte, mais elle est moindre, elle est réduite. Par exemple, si vous essayez d'apprendre une seconde langue, comme vous le voyez dans cet exemple, eh bien, qu'il s'agisse de la prononciation ou de la grammaire, vous allez faire de plus en plus d'erreurs à mesure que vous apprenez plus tard, que l'âge augmente ici. Si vous apprenez à l'âge de 20 ans, eh bien, la plasticité n'est plus du tout la même. Dans tous les cas, il vaut mieux apprendre en immersion, en s'immergeant complètement dans une langue étrangère. Mais il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Si vous avez la chance d'avoir des enfants dans des familles bilingues, par exemple, il ne faut pas hésiter à leur proposer la seconde langue pratiquement le plus tôt possible dès les premières années de la vie. Donc, profitons de la plasticité de ce super ordinateur qu'est le cerveau de l'enfant. Alors, je voudrais, dans la seconde partie de mon exposé, vous proposer un certain nombre de principes pour profiter au mieux de cette plasticité, ce que j'appelle les piliers de l'apprentissage. Les piliers de l'apprentissage, ce sont des facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité avec laquelle nous allons apprendre et retenir une information en mémoire. J'en connais au moins 4. Je vous propose d'abord la notion d'attention, un filtre sélectif qui détermine ce que nous percevons, ce que nous effectuons et ce que nous apprenons. En deuxième lieu, l'engagement actif, le fait qu'un étudiant soit engagé dans la génération active d'hypothèses avec curiosité et motivation pour apprendre. En troisième lieu, ce que j'appelle le retour sur erreur, le feedback en anglais. Il faut avoir des signaux détaillés, explicites, qui nous permettent de nous corriger, d'où l'importance de se tester soi-même pour voir où est-ce qu'on fait encore des erreurs. Et enfin, mon quatrième pilier, je vais revenir là-dessus, sur les 4, ce sera ce que j'appelle l'automatisation. On ne peut pas se contenter d'apprendre une fois. Ça ne suffit pas. Il faut apprendre plusieurs fois pour transférer d'un apprentissage conscient vers un apprentissage non conscient et libérer les ressources du cerveau. Et on va voir que le sommeil joue un rôle essentiel dans ce domaine. Alors, regardons ces piliers rapidement les uns après les autres. D'abord, l'attention. Qu'est-ce que c'est que l'attention? L'attention, c'est ce qui nous permet de repérer des informations, de les sélectionner dans le monde extérieur. Quand elle est mal orientée, on ne perçoit rien. Je vous donne un exemple. Vous avez cette magnifique mosaïque d'un dragon impérial. C'est une œuvre d'art de Liu Bolin. Mais si vous ne faites pas attention, peut-être vous n'avez pas repéré que l'artiste lui-même est présent dans l'image. C'est cet artiste extraordinaire qui se peint lui-même pour se confondre avec les images qui sont derrière lui. Mais en l'absence d'attention, peut-être ne verriez-vous pas qu'il y a des spirales ici, par exemple. Sans attention, des expériences très nombreuses montrent qu'on ne voit rien. On peut très bien avoir des choses complètement invisibles parce qu'on n'y prête pas attention. Alors, quelles sont les conséquences pour la pédagogie? Eh bien, l'enseignant doit proposer un apprentissage explicite, structuré, où chaque étape est conçue pour guider l'attention de l'élève. C'est peut-être l'aspect le plus important de l'enseignement. Aider l'élève à faire attention. Je vous donne un exemple très simple, celui de la lecture. Vous pouvez avoir la même exacte orthographe, mais on fait attention soit à la globalité du mot, soit au fait que le mot est composé de lettres. C'est une expérience ici de Bruce McCandless avec une orthographie artificielle. Mais la même chose se produit avec nos lettres à nous. Si on fait attention à la forme globale du mot, eh bien, on ne fait pas attention au bon niveau, on n'apprend pas, on apprend très mal les lettres. L'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons ne vient pas tout seul. Il faut faire attention au niveau des lettres. Et vous voyez ici, l'élève qui fait attention au niveau des lettres développe le circuit normal de l'hémisphère gauche et apprend à lire des mots nouveaux facilement avec une bonne réussite. L'élève qui fait attention à la totalité du mot, ce qu'on appelle l'apprentissage global ou holistique, il active le mauvais circuit dans l'hémisphère droit
Et vous voyez que ce circuit n'est pas capable de généraliser à des mots nouveaux. L'élève n'a pas découvert le principe alphabétique, le principe de la lecture. Donc, apprendre à focaliser l'attention. Deuxième principe, inciter l'élève à être actif, engagé. Toutes les neurosciences montrent qu'un organisme purement passif n'apprend pas. Il faut être engagé dans un processus mental de génération d'hypothèses, et on voit par exemple dans des conséquences extrêmement simples dans la classe que le principe même d'un cours magistral où on donne simplement des faits les uns après les autres pendant une cinquantaine de minutes, ça marche beaucoup moins bien que les pédagogies actives où on oblige l'élève à s'engager, à mettre ses connaissances à l'épreuve en lui posant des questions, par exemple. Alors, ça rejoint le troisième pilier de l'apprentissage qui est le retour sur erreur. Il faut se tester, il faut mettre à l'épreuve ses connaissances pour obtenir un feedback et voir si on maîtrise effectivement le domaine que l'on cherche à apprendre. Dans ce domaine, il y a des expériences très intéressantes et très contre-intuitives. Par exemple, cette expérience de Henry Rodiger et collaborateurs dans Science. Vous voyez, il propose à des élèves, des étudiants, une série de choses à apprendre et 3 conditions possibles. Certains étudiants vont passer tout leur temps à étudier. Ici, il y a 8 quarts d'heure et dans chacun de ces quarts d'heure, on va passer son temps à étudier, étudier, étudier. Et puis d'autres étudiants, on va leur proposer de temps en temps des tests. Et vous voyez, dans ce groupe ici, on va proposer études, test, alternance. Alors évidemment, lorsque vous vous testez, vous n'étudiez pas, vous perdez du temps. Mais est-ce que le bénéfice est réel pour les élèves à la fin? Beaucoup d'enseignants pensent que les tests, ça n'est pas une période d'apprentissage. C'est une période de restitution qui permet de vérifier ce que l'enfant sait, mais ça n'est pas une période d'apprentissage. Eh bien, c'est complètement faux. En réalité, si on regarde qu'est-ce que les étudiants ont retenu, 48 heures plus tard, ce sont les étudiants qui se sont testés qui ont eu la meilleure rétention. Vous voyez ici, 39% de rétention de l'information après 48 heures, contre seulement 17% pour les élèves, les étudiants qui ont passé tout leur temps à étudier. Il ne faut pas juste étudier, il faut étudier de façon active et en se testant pour mettre à l'épreuve ses connaissances. C'est l'étude suivie d'un test qui permet d'émettre des hypothèses et d'avoir un retour sur erreur, un feedback détaillé le plus possible. Donc l'enseignant doit à la fois mettre à l'épreuve les élèves, les engager dans l'apprentissage et leur donner un feedback extrêmement précis, le plus précis possible, pour faciliter leur apprentissage. Alors, j'en viens enfin à mon quatrième pilier. Tout ça ne suffit toujours pas. Vous pouvez en passer beaucoup de temps à étudier, à vous tester, mais il faut encore libérer les ressources en automatisant l'apprentissage. Dès que vous commencez à apprendre quelque chose, votre cortex préfrontal est engagé, pratiquement dans tous les apprentissages. Vous devez faire un traitement explicite, conscient, ça demande un effort, ça mobilise toutes vos ressources et vous ne pouvez pas, par exemple, penser à autre chose. Réfléchissez peut-être à la première fois où vous avez appris à conduire une voiture. Ça mobilise toutes vos ressources attentionnelles. Vous devez faire attention à tout en même temps et c'est très fatigant. Et puis, bien sûr, après un certain apprentissage, ça s'automatise, ça devient automatique et l'automatisation transfère les connaissances vers des réseaux non conscients. Vous pouvez conduire de façon très automatique la plupart du temps en écoutant la radio, par exemple, en pensant à autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on peut voir ce qui s'est passé dans le cas de la lecture également. Lorsque les enfants commencent à acquérir quelque chose d'aussi difficile que d'apprendre à lire, ils sont très lents. Ils sont d'autant plus lents qu'il y a plus de lettres dans le mot. Donc, un mot de 5 lettres prend beaucoup plus de temps qu'un mot de 2 lettres. Et on voit beaucoup d'activités, non seulement des circuits de la lecture qui sont ici, mais aussi des circuits attentionnels, et notamment ici le cortex pariétal. L'enfant fait un effort d'attention considérable pour orienter son attention lettre par lettre, et il engage son cortex préfrontal qui est impliqué dans ce qu'on appelle l'attention exécutive, le fait de faire un effort stratégique. Après un petit peu de temps, l'enfant a automatisé la lecture, ici c'est 1 an plus tard. Vous voyez qu'il ne reste plus que le circuit spécialisé, le reste du cortex a été libéré, l'enfant travaille en parallèle, il est capable de traiter toutes les lettres en parallèle, donc la lecture va beaucoup plus vite, et du coup il peut penser à autre chose. Il peut penser par exemple aux problèmes de mathématiques qu'il est en train de lire, ou aux problèmes de français ou de langue. Il n'est plus entièrement mobilisé par cette tâche de lecture.
Donc, automatiser, c'est fondamental pour permettre à l'enfant de libérer ses ressources. Alors, comment automatiser? Eh bien, on a vu une première règle, il faut répéter. Il faut se tester jour après jour avec répétition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur, et même éventuellement au-delà. Mais il y a un autre facteur qui est absolument essentiel, c'est le sommeil, ce qu'on peut appeler la science des rêves. Il y a aujourd'hui une très bonne connaissance du sommeil et on a compris que le sommeil ne sert pas juste à reposer le cerveau, mais en fait sert à apprendre. Le sommeil fait partie de notre algorithme d'apprentissage. Ça n'est pas trivial, on pourrait penser que le cerveau est au repos pendant le sommeil, pas du tout. Le cerveau, durant le sommeil, est actif, il répète les apprentissages de la journée et il sert à les consolider. Après une période d'apprentissage, le sommeil, même si c'est une période assez courte, comme une sieste, améliore la mémoire, la généralisation des connaissances et même la découverte de nouvelles régularités. L'enfant est comme un scientifique, et vous savez que les scientifiques font parfois des découvertes pendant la nuit, se réveillent avec la solution d'un problème difficile, ça m'est arrivé. Eh bien, c'est la même chose pour les jeunes enfants. Les enfants font des découvertes pendant la nuit, par exemple sur le sens des mots ou sur le sens des concepts mathématiques qu'ils ont appris à l'école la veille. Et donc, les laisser dormir, c'est extrêmement important, aussi bien pendant la nuit que pendant la sieste pour les petits-enfants. Ces effets sont 3 fois plus importants chez l'enfant que chez l'adulte, sans doute parce que l'enfant apprend beaucoup plus de choses que l'adulte. Et donc, je vois là plusieurs conséquences. D'abord, on a découvert que l'amélioration du sommeil pouvait être une intervention très efficace, notamment pour les enfants qui semblent souffrir de troubles de l'attention. Parfois, ce ne sont pas des vrais troubles de l'attention, parfois c'en est, hein, mais parfois, c'est simplement une privation de sommeil. Et c'est un problème particulier dans le contexte actuel. Les enfants sont trop sollicités, ne dorment pas assez. Et puis, ça montre bien qu'il faut alterner apprentissage, études et sommeil. Vous voyez, lorsqu'on alterne des révisions à des intervalles croissants qui impliquent plusieurs jours successifs, eh bien, on va avoir la meilleure rétention possible de l'information par rapport à une situation où on aurait juste un seul apprentissage sans révision. Donc, réviser régulièrement avec des périodes espacées de plusieurs jours, puis ensuite plusieurs semaines, puis ensuite plusieurs mois, c'est ça qui va permettre de consolider maximalement l'information en mémoire. Je vous résume ici énormément d'informations, hein, je m'excuse d'aller peut-être un peu trop vite. Vous pourrez trouver ces informations dans mon livre Apprendre, où je développe beaucoup plus ces points-là. Je voudrais juste terminer en disant qu'au laboratoire, nous sommes impliqués dans le développement d'un logiciel qui s'appelle Kaloulou, qui essaye d'intégrer tous ces principes dans un logiciel d'apprentissage de la lecture. Et je pense que, bien sûr, l'ordinateur ne peut pas remplacer l'enseignant. Le rôle de l'enseignant est essentiel, notamment pour attirer l'attention des enfants. Mais pour ce qui est de l'automatisation, eh bien, le logiciel est utile parce que le logiciel permet de répéter avec une patience inlassable des informations à l'enfant, permet de corriger, de donner du feedback. Et donc, un logiciel pédagogique bien conçu peut respecter parfaitement les 4 piliers de l'apprentissage que j'ai développés. Le logiciel Kaloulou comprend des jardins mentaux à parcourir pour apprendre à lire. Il est conçu pour apprendre à lire et aussi pour apprendre les chiffres. Il y a donc des défis sur les lettres et puis il y a des défis sur les chiffres et plusieurs parcours ici dans ces jardins. Le logiciel est appuyé sur une pédagogie explicite, comme je vous le disais, qui va successivement attirer l'attention de l'enfant sur toutes les correspondances entre les lettres et les sons qui sont nécessaires à l'apprentissage du français. Et nous sommes en train maintenant de développer le logiciel en espagnol et aussi en portugais du Brésil. Dans le logiciel, l'enfant voit les correspondances graphème-phonème, il les entend, il voit la forme de la lettre, on lui donne un mot de référence, par exemple N comme dans noix, et on lui montre aussi comment tracer la lettre. Et cet apprentissage multimodal cristallise l'apprentissage. Et ensuite, on lui donne toute une série de mini-jeux pour automatiser la connaissance des correspondances graphème-phonème, pour écrire des mots et apprendre à les produire, et ensuite à lire des mots tout entiers, des mots qui sont bien sûr décodables, c'est-à-dire des mots où l'enfant a toute la capacité de les déchiffrer, de les lire. Alors, nous avons commencé à tester ce logiciel. Je passe un petit peu vite, mais d'abord, nous l'avons testé en première année d'école, donc en CP en France. Et les enfants qui ont commencé l'année avec le logiciel de lecture ont progressé plus vite que les autres, non seulement dans la fluence de lecture, c'est-à-dire le nombre de mots ou de pseudomots que l'on parvient à lire en 1 minute, mais ils ont également progressé en compréhension des phrases écrites. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas d'opposition entre décodage et compréhension.
Il faut d'abord apprendre à décoder pour ensuite pouvoir comprendre ce qu'on lit. Mais si on n'est pas capable de décoder, on ne peut pas lire. Et le logiciel fait donc progresser les deux. La conclusion, c'est que l'automatisation rapide des correspondances graphème-phonème facilite la fluence, bien sûr, mais aussi la compréhension de textes en lecture lorsque c'est donné au début de l'apprentissage. Alors nous avons essayé d'aller encore plus tôt, et cette année, plutôt l'année dernière, nous avons fait un travail sur les enfants de maternelle, donc juste avant de rentrer dans la première année d'école. Et lorsqu'ils ont joué au jeu de lettres, vous voyez qu'ils ont progressé plus vite dans la connaissance des correspondances graphème-phonème, et ils ont également progressé plus vite dans l'affluence en lecture. Même si ces chiffres, vous voyez, sont très bas, ce sont des enfants qui ne savent pas encore lire, mais ils commencent à savoir déchiffrer quelques mots, et ils vont plus vite que les autres. Et c'est particulièrement les enfants de zones défavorisées, les réseaux d'éducation prioritaire ici, qui bénéficient de cet apprentissage et qui progressent du coup plus vite que les enfants contrôle. Donc, ce logiciel, et il y en a d'autres, hein, mais ce logiciel met les enfants de maternelle sur la bonne voie, particulièrement lorsqu'ils sont de milieux défavorisés. Alors, j'en viens à mes conclusions. Pour résumer ce que je vous ai dit, d'abord, les périodes de la vie, de la première année de vie, des premières années de la vie, sont une période d'extraordinaire plasticité cérébrale. Le cerveau de l'enfant est comme un super ordinateur. C'est une véritable machine à apprendre. Et ses performances sont rigoureusement inégalées actuellement, même en intelligence artificielle la plus avancée. Et donc, il faut lui apporter à ce super ordinateur de la stimulation à la hauteur de ce qu'il est capable d'apprendre et profiter de cette période de plasticité très précoce. Donc, le jardin d'enfants, les petites classes, l'importance aussi des parents qui peuvent apporter de la stimulation à leurs enfants et notamment, bien sûr, l'apprentissage des langues le plus précoce possible. Cette plasticité va se maintenir tout au long de la vie. Elle n'est pas disparue à l'âge adulte, mais elle est moindre. Et donc, l'école a ici un rôle tout à fait particulier à jouer. Et pour tirer le meilleur parti de cette plasticité cérébrale à tout âge, eh bien, je vous propose donc 4 piliers de l'apprentissage. Il me semble que chaque enseignant devrait connaître et maîtriser ces piliers de l'apprentissage. L'attention, l'engagement actif des élèves, le retour sur erreur lorsqu'ils se trompent, rapidement et avec précision, sans émotion négative. L'erreur, c'est un signal qui permet d'apprendre. Et puis, la consolidation, notamment par le biais du sommeil et de la répétition, jour après jour, jusqu'à ce que les choses soient parfaitement maîtrisées et automatisées. Voilà, je termine en vous remontrant donc ce livre. Apprendre, la conférence que je viens de vous donner est fondée très largement sur ce qui est explicité dans ce livre, et vous trouverez beaucoup plus de détails que ce que j'ai pu vous donner en 30 minutes. Et puis, d'autres livres que j'ai publiés sur l'apprentissage de la lecture et sur les mathématiques et sur le fait de prendre ou de ne pas prendre conscience d'une information. Enfin, je vous renvoie vers le site moncerveaualécole.com où nous essayons, en tant que laboratoire, de donner le plus d'informations possible sur l'apprentissage dans le cerveau et les découvertes de notre laboratoire, et le site Ludo-Éducation pour le logiciel Kaloulou. Nous espérons progressivement le développer. C'est un logiciel open source et nous espérons le développer, le mettre à disposition, notamment en Amérique latine, en espagnol et en portugais du Brésil. Je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois. Queremos agradecer a Stanislas Duen por esta charla y sobre todo al Colegio Peruano Francés Saint-Exupéry de Arequipa por haber hecho las coordinaciones para poder escuchar esta mañana a Stanislas. A continuación, a las 10 de la mañana, tendremos una mesa redonda que trata el tema de la educación en ciencias y su escenario internacional. Mientras, los invito a que visiten los 63 stands de las instituciones de investigación del Perú y de los países invitados, y también los más de 80 proyectos de la zona Eureka, de los ganadores regionales a nivel nacional y algunos países invitados también. Así que regresamos a las 10 de la mañana.